Allô, allô, tout le monde entend? Ça va? Bonjour à toutes et à toutes. Alors, on vient de nous dire qu'en fait, ça allait pas durer 1 heure, mais plus 3 quarts d'heure. Alors, on est vraiment désolé pour ce problème de timing. Et on va quand même essayer de laisser du temps pour les questions, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, quoi, qu'il y ait un vrai échange. Voilà, donc on va essayer de se tenir à ce temps-là, sachant que j'ai pas de montre, j'ai qu'un portable. Mais ça devrait le faire. Alors, comme a priori vous le savez, le thème de cette interview, c'est les vagues connaissances qu'on peut avoir de l'océan en tant que citadin donc de Paris ou d'ailleurs, hein. On ne va pas rester sur Paris. Donc des vagues connaissances, alors que les mers et les océans, ça représente quand même 71% de la surface terrestre. Donc juste pour donner quelques chiffres, il faut savoir que 75% de la zone maritime inférieure à 4000 mètres de profondeur est toujours inconnue. Donc chose qui peut paraître un petit peu étrange, mais on reviendra là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'évoquer ce paradoxe, donc la méconnaissance qu'on a des océans, alors qu'on y est très lié, avec Frédéric Lemanac, donc qui est ici, et qui est le directeur scientifique de l'association Bloom, qui est juste derrière, donc vous avez peut-être déjà vu, donc depuis 2005. Bon, très rapidement, si vous ne connaissez pas l'association Bloom, c'est une association qui se dédie à protéger l'océan, mais tout en maximisant les emplois. Et ils se sont notamment fait extrêmement connaître avec une pétition qui a été massivement signée pour lutter contre le chalutage en eau profonde, et donc qui a abouti en 2016 à la victoire, à une victoire, et donc à l'interdiction du chalutage en eau profonde en Europe et en Atlantique du centre-est. Donc, monsieur Lemanac, qui m'accompagne, est diplômé entre autres en écologie marine et il a fait une thèse en 2014 sur laquelle on pourra revenir par la suite. En fait, en étudiant les accords qui ont été passés entre l'Union européenne et les pays du Sud pour réguler, enfin, disons des accords qui ont été passés pour que l'Europe puisse pêcher dans les eaux du pays du Sud. Donc, on reviendra là-dessus. Et du coup, on avait pensé aborder cette question de lien qu'on pourrait avoir, nous, citadins, avec l'océan, en partant de 4 thèmes, dont le premier aurait été l'emploi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, du coup? Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui dépendent de l'océan pour leur emploi et leur alimentation. Ce n'est pas forcément le cas en France, donc ce n'est pas forcément le premier point qui vient à l'esprit. Mais au niveau mondial, il y a quand même plus d'1 milliard de personnes qui dépendent de l'océan et de la pêche pour leur alimentation et pour leur emploi. Donc c'est quand même quelque chose qui est très loin d'être négligeable. En France, il y a 13 000 pêcheurs en France métropolitaine, donc ce n'est pas un très très gros secteur d'emploi. Ce n'est pas non plus un très, très gros secteur d'activité, puisque le chiffre d'affaires de la pêche, c'est 1 milliard d'euros. Donc je te disais ça la semaine dernière, le secteur des coiffeurs, c'est 6 milliards d'euros. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas énorme. En revanche, c'est très important pour quelques villes clés. En France, c'est principalement Boulogne et Lorient, qui sont des très très grosses villes de pêche. Les pêcheurs représentent la plus grosse activité commerciale et d'emploi, et donc les élus qui viennent de ces deux villes-là sont en général très très intéressés par les questions de pêche et sont malheureusement parfois responsables de l'inaction et du statu quo au niveau de la gestion des pêches. Ouais. Après, là, tu parles des emplois liés à la pêche, il y a aussi le tourisme, du coup, qui peut entrer en compte peut-être de manière plus importante ou non? Bien sûr, il y a aussi le tourisme dans certaines régions du globe. C'est le cas par exemple dans toutes les merveilleuses îles du Pacifique ou de l'océan Indien, les Seychelles, les îles Fidji, toutes ces îles-là accueillent énormément de gens qui viennent pour voir les ressources marines, que ce soit les poissons, les baleines, juste les plages de sable blanc ou de sable noir. Tout ça, ça génère une activité économique, un emploi, des richesses qui sont assez conséquentes. En France, c'est aussi le cas, par exemple, sur certaines villes de la métropole, par exemple Saint-Malo, qui est très très visitée. Mais c'est surtout le cas pour les îles ultramarines, comme La Réunion, par exemple. Le tourisme à La Réunion, c'est la première activité économique de l'île. Et du coup, peut-être qu'un secteur qui est... Non, ça marche plus. Mais c'est bon, on s'échange le micro. Sinon, un secteur qui est peut-être plus connu, c'est l'alimentation, qui nous touche peut-être plus directement parce qu'on l'a dans nos assiettes assez régulièrement. Donc, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que ça pourrait représenter? Quel pourrait être le lien qu'on aurait avec l'alimentation? Si tu peux nous donner quelques chiffres, quelques notions. Alors, pour l'alimentation, ça peut être de l'alimentation directe. Beaucoup de personnes
aiment le poisson. Certaines personnes n'aiment pas pour des raisons éthiques ou parce qu'elles sont végétariennes ou végétaliennes. Mais même les personnes qui ne sont pas végétariens et qui consomment pas de poisson peuvent en consommer indirectement. Et nous, c'est un de nos travaux de recherche de l'association Bloom. En fait, on travaille sur la pêche minotière. C'est toute l'exploitation de petites espèces de poissons qu'on appelle fourrage, en fait, comme par exemple les anchois, les sardines, les harengs, qui ne sont pas consommés par les humains directement, ou alors dans des cas très spécifiques comme les anchois sur les pizzas. Mais la majorité des anchois pêchés dans le monde est en fait réduite en farine et en huile pour nourrir des saumons d'élevage ou des poulets et des cochons en Bretagne ou aux Pays-Bas. Donc c'est pas quelque chose qu'on a en tête. La pêcherie d'anchois au Pérou, c'est la plus grosse pêcherie du monde. Ça représente certaines années pratiquement 10% des captures mondiales de poissons pour une seule espèce à un seul endroit. Et toutes ces espèces-là qui sont pêchées dans le monde et qui sont ensuite réduites en farine et en huile, ça représente à peu près un quart des captures mondiales de poissons annuelles. Mais ce n'est pas quelque chose dont on parle. Les pêcheurs français ne font majoritairement pas cette activité-là, donc ce n'est pas un sujet qui est très présent dans les discussions françaises au niveau de la gestion des pêches, mais c'est très présent par exemple au Danemark ou en Norvège ou en Islande. Ce secteur-là peut représenter la vaste majorité des activités de pêche. Quand on parle de pêche, on peut éventuellement penser aux problèmes que ça peut représenter, avec notamment le fait que en fait, le seuil maximal d'exploitation par la pêche a été atteint en 1980 et qu'à partir de 1996, surtout, on voit la quantité de poissons pêchés diminuer petit à petit, avec, par exemple, en 1996, on en était à 86,4 millions de tonnes de poissons pêchés, alors qu'en 2012, on en était à 79,7 millions. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui nous touche directement et auquel on pourrait penser. C'est ça. Alors en fait, quand on regarde les chiffres que tu donnes, c'est les chiffres officiels qui sont rassemblés par les Nations Unies et ensuite publiés de manière annuelle. Il y a aussi des estimations indépendantes qui existent avec des chiffres plus importants, où on parle là plutôt de 120 ou 130 millions de tonnes de poissons qui sont pêchés chaque année. Donc ça représente quand même 120 ou 130 millions de gros bœufs limousins qui font une tonne chacun. Donc ça représente quand même un certain nombre de poissons, hein. Mais effectivement, depuis même si d'année en année, on a de plus en plus de bateaux, plus en plus gros, de plus en plus technologiques pour aller pêcher le poisson, on pêche trop, on est trop efficace dans notre chasse de poissons. Et donc, on a quand même des captures qui diminuent d'année en année. Les chiffres officiels, c'est une diminution de 400-500 000 tonnes par an de poissons. Les chiffres officieux, donc des scientifiques qui ont fait des estimations indépendantes, c'est plutôt 1 million, 1,2 million de tonnes en moins chaque année de poissons. Donc forcément, ça a des impacts sur la sécurité alimentaire, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais on essaye de pallier à cette diminution des ressources sauvages en augmentant l'aquaculture. Par exemple, la Chine est le plus gros producteur mondial de tout, en fait, mais notamment de poissons d'élevage. Et eux, ils font surtout de la carpe. La carpe, en France, on n'en mange pas, ça a le goût de vase, c'est pas bon, mais c'est le premier poisson qui est élevé au niveau mondial et ça représente des quantités absolument phénoménales. Donc quand on regarde la production mondiale de poissons, c'est-à-dire les captures et aussi la pisciculture, on a quand même une augmentation année après année. Donc on a toujours du mal à voir qu'il y a effectivement une diminution des ressources, parce qu'il y a toujours autant de poissons sur nos marchés. Mais si vous réfléchissez à la composition de votre étal de poissonnier il y a 20 ans et à celui que vous voyez maintenant, c'est plus du tout le même. Avant, vous aviez beaucoup de cabillaud, vous aviez du thon, vous aviez plein de poissons qui étaient carnivores et assez gros. Maintenant, vous avez de plus en plus de petits poissons. Maintenant, à Paris, on voit du merlan bleu. Le merlan bleu, typiquement, c'est du poisson qui était jamais vendu sur des étals il y a même 5 ans. C'était du poisson qui était soit rejeté à la mer au mieux, mort, pas terrible, mais ça pouvait nourrir les mouettes et les autres oiseaux marins qui passaient derrière. Au pire, c'était réduit en farine pour nourrir des porcs aux Pays-Bas. Maintenant, on le trouve sur les étals. On le trouve sur les étals. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cabillaud à mettre dessus. Donc faites cet exercice-là chez vous, repensez aux poissons que vous voyez et dans quelle proportion vous les voyez il y a 20 ou 30 ans, ou 10 ans ou 15 ans pour les plus jeunes, et comparez à ce que vous voyez maintenant sur les étals. C'est assez effrayant. Et...
Il y a les poissons de profondeur, bien sûr. Alors peut-être que vous connaissez les actions de Bloom sur la pêche en eau profonde. Effectivement, il y a eu plusieurs techniques en fait, pour pallier à la diminution de poissons au niveau mondial. Une, ça a été d'aller de plus en plus loin. Si vous regardez une carte de la densité de pêche sur l'océan mondial, vous allez voir que jusqu'aux années 50, c'était principalement de la pêche côtière, avec un petit peu quand même de pêche au large, mais c'était des pêcheries très spécialisées. Actuellement, vous avez de la pêche partout. Même en Antarctique, vous avez de la pêche. Les Français vont pêcher autour des îles Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam. Ils vont pêcher autour de la Terre Adélie. Ils pêchent vraiment partout. Les Chinois aussi pêchent partout. J'ai participé il y a quelques années à une étude où on avait essayé de réestimer l'empreinte de la pêche chinoise au niveau mondial. Et en fait, ils pêchent partout, sauf dans les eaux européennes. Donc ça a été une des stratégies mises en œuvre à partir des années 70-80 pour pallier à la diminution des ressources marines en Europe ou en Amérique du Nord. On est allé plus loin. Maintenant, on ne peut plus aller plus loin parce que la Terre, elle fait toujours la même taille. On a tout exploré. On est aussi allé plus profond. Actuellement, on peut aller pêcher jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc imaginez, pareil, la technologie qu'il faut mettre en œuvre pour aller pêcher à 2000 mètres de profondeur, l'énergie que ça consomme d'aller traîner un filet de plusieurs tonnes à ces profondeurs-là. C'est des activités de pêche qui durent pratiquement 10 heures parfois. Donc avec du poisson qui a été maltraité, qui a été écrasé, qui s'est fait croquer par ses congénères pendant plusieurs heures, donc qui a généré des molécules de stress dans sa chair pendant 8 heures. Nous, c'est du poisson qu'on consomme ensuite. Donc ce n'est pas forcément de la nourriture qui est très saine non plus pour notre santé. Et aussi, on est allé, je termine sur ce point-là, troisième stratégie pour pallier à la diminution de la ressource, ça a été d'extraire de nouvelles espèces. Le merlan bleu, j'en parlais, c'est une espèce qui était complètement... c'était des déchets, en fait, il y a quelques années. C'était vraiment un poisson qu'on considère comme un déchet. Actuellement, on le valorise. Une espèce, moi, qui est absolument emblématique, qui me fascine, c'est le thon rouge. Au début du XXe siècle, le thon rouge, c'était un poisson que personne ne voulait pêcher, parce que c'était un poisson qui avait une chair rouge, qui était pleine de sang, et le poisson qui était noble, c'était le poisson à chair blanche. Donc si on avait la possibilité de demander à des pêcheurs de 1910 ou 1890 quelles espèces ils pêchaient, ils nous diraient du cabillaud, certainement pas du thon. Le thon rouge, ils le rejetaient à la mer. Voilà. Tu as évoqué quelque chose là très rapidement, et juste si vous avez des questions, je vous invite à les écrire ou à les retenir et qu'on mette tout ensemble à la fin. Comme ça, il y a peut-être des choses auxquelles on va répondre. Oui ? C'est vrai, ça te... Oui, d'accord. Ou à le poser directement. Bon, j'ai rien dit. Mais du coup, tu as évoqué très rapidement le problème de la santé. Et il y avait quelque chose que tu m'avais dit qui m'avait énormément marqué. Et donc, on pourra rebondir sur quelque chose que tu viens de dire aussi. C'est-à-dire que, en fait, une respiration sur deux, actuellement, se fait grâce à la mer, alors qu'on parle souvent de l'Amazonie comme le poumon de la planète, etc. etc. Alors qu'en fait, l'océan est responsable, est très important pour la santé. Et on avait évoqué ensemble le problème de l'imaginaire collectif et de l'image qu'on peut avoir de l'océan et en quoi ça peut nuire à en quoi ça peut entraîner justement ces vagues connaissances qu'on peut avoir de l'océan. Qu'est-ce que tu peux en dire du coup ? Oui, alors je ne sais plus qui avait dit ça, mais une personne avait dit que la mer, c'est cette chose bleue qu'on a dans le dos quand on est à la plage. Et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est tout à fait ça. La mer, très peu de personnes vont dessus, encore moins de personnes vont dedans, plonger. Combien de personnes sont déjà allées sur la mer dans la salle ? Oui, quand même quelques-unes sur la mer ou juste à côté. Combien de personnes ont fait de la plongée ? Voilà, donc il y en a quand même moitié moins. Après, on est un festival sur l'océan, donc c'est un peu biaisé comme questionnement. C'est un peu biaisé, mais déjà, il y a à peine la moitié des personnes qui sont allées sur la mer et un quart sous la mer. Donc imagine ce que ça donne dans la population, dans une population normale, on va dire. Nous sommes anormaux. Donc effectivement, déjà, on part de loin. L'océan, c'est quelque chose qui est loin. Même si la majorité de la population mondiale vit proche de la côte, les gens sont quand même loin de la mer dans leur cœur. La mer, c'est cette vaste étendue bleue inconnue. La mer, ça fait peur aussi.
tout le monde a peur de se mettre. Moi, j'ai peur. Enfin, je travaille dans le milieu marin, mais si vous me mettez au milieu de l'océan avec la tête hors de l'eau, à pas savoir ce qu'il y a autour de moi, ce qui peut venir me toucher les pieds, tout ça, je suis comme ça. Donc, on a aussi cet imaginaire-là. Il y a plein de monstres de la mythologie, ou même actuellement, on a toujours tous ces films absolument stupides sur les dents de la mer qui sortent plusieurs fois par an. Dans la mythologie, il y avait le Kraken, le Moby Dick, tout ça, ce sont des monstres marins, des monstres terrestres, il y en a quand même beaucoup moins. Dans la littérature, il y en a, mais il y en a quand même beaucoup moins que des monstres marins. Donc, là, on part d'encore plus loin, c'est-à-dire que c'est un milieu qui fait peur aux gens. Et moi, je connais plein de gens qui se disent végétariens, qui consomment du poisson. Et donc, quand je leur dis, mais c'est bizarre, enfin, le poisson, c'est un animal, hein. Ils me disent, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Parce que le poisson, c'est froid, c'est un peu gluant, ça pue, ça parle pas. Donc un dauphin qui caquette, on peut faire un lien avec. On peut avoir de l'empathie pour un dauphin, avoir de l'empathie pour une morue ou pour un concombre de mer, c'est compliqué. Et parfois, on arrive à générer de l'empathie. Je ne sais pas si vous avez vu cette étude l'année dernière, moi, qui m'a marqué. Nemo, quand le film d'animation est sorti dans les cinémas, ça a fait un carton. Donc tout le monde avait de l'empathie pour Nemo. C'est un beau poisson, faut le sauver. Et en fait, ça a été catastrophique pour les populations sauvages de poissons clowns, parce que tous les gamins voulaient avoir un Nemo chez eux. Et donc, il y a eu du braconnage dans tous les océans du monde pour aller pêcher ce petit Nemo. Donc, il faut faire attention aussi quand on joue avec l'empathie. Parfois, ça a des résultats qui sont complètement contre-productifs. Donc, il faut faire super attention parce que vous avez un petit symbole super mignon là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une espèce de petit poulpe. Donc, il faut faire attention parce que tout le monde va vouloir avoir le petit poulpe chez soi. Alors, celui-là, ça va être compliqué de l'avoir chez soi. C'est un poulpe qui vit dans les profondeurs de l'océan. Donc, si vous arrivez à aller pêcher à 2000 mètres de profondeur, peut-être que vous pourrez en voir un. C'est grand comme ça, donc il faut aussi avoir des jumelles. Mais effectivement, ça peut générer un intérêt de jouer sur cette corde sensible, mais ça peut aussi avoir parfois des effets inattendus. Juste du coup, je vous invite à regarder la bande-annonce des Dents de la Mer de 1975. C'est magnifique parce que ça décrit vraiment le requin comme un être sanguinaire qui est né pour tuer, qui est une créature du diable, et ça va vraiment dans ce sens-là. Et juste du coup, actuellement, Bloom ils se sont donnés comme objectif justement d'essayer de lancer des campagnes pour que les gens connaissent mieux les océans, et notamment en essayant d'aller à l'encontre de cette image qu'on a des océans et des poissons, voilà, visqueux comme tu dis, alors qu'on est envahi de vidéos de petits poulets super mignons et tout le monde est là à dire oh les pauvres poussins, machin, machin, alors que si on mettait des poissons, au final, on n'en a rien à faire, quoi, pour dire très rapidement. Et alors que quand on avait parlé, tu soulignais le lien fusionnel qu'on a avec la mer, puisque finalement, on vient tous de la mer et on est très très liés à l'eau, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais il y a un autre thème du coup qui est peut-être plus au cœur sur lequel tu es peut-être plus spécialiste, c'est tout ce qui est le questionnement géopolitique, et notamment parce que justement la thèse que tu as publiée en 2014 se penchait sur cette question-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors j'ai commencé à l'aborder un tout petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé de l'expansion des flottes de pêche pour pallier à la diminution des ressources en Europe et en Amérique du Nord. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à observer dans les années 70, où en fait on avait beaucoup trop de bateaux trop puissants et trop efficaces dans les eaux européennes. Et donc on est allé là où il y avait du poisson, en Afrique principalement, et ça a créé des tensions en fait. Et donc les États se sont réunis à partir des années 40, 50, 60 pour essayer de trouver une solution à ces tensions, à ces conflits. Ce n'était pas que pour le poisson, c'était aussi pour le pétrole et pour tous les minerais qui sont trouvés dans les océans. Mais au début des années 80, il y a une convention des Nations Unies, qui était la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été signée et qui partageait en fait l'océan en grandes zones qu'on appelle les zones exclusives économiques, qui correspondent à la bande côtière de chaque pays maritime. Ça correspond à une bande de 370 km de large à peu près. Et donc chaque pays côtier possède sa bande et a jurisprudence en fait sur ce qui se passe, la souveraineté de l'exploitation de tous ces minerais, de ces hydrocarbures ou de ces poissons-là. Et donc ça a forcé
certains pays qui voulaient aller pêcher en Afrique à négocier des accords de pêche. Donc c'est juste un bout de papier qui est signé pour dire le pays A autorise le pays B à venir pêcher tel poisson dans mes eaux en contrepartie de X millions d'euros. Parfois, ce n'est pas des millions d'euros, hein, c'est juste des centaines de milliers. Et donc j'ai fait ma thèse, comme tu le disais, dessus, et j'ai vraiment focalisé sur les accords de pêche établis entre l'Europe et les pays africains, mais surtout sur les accords qui sont négociés par la Commission européenne pour la flotte industrielle. Il faut savoir aussi qu'il y a des accords qui sont privés, qui sont négociés directement par les armateurs, par les propriétaires des bateaux avec les pays. Donc là, c'est complètement opaque, personne ne sait ce qui se passe, il y a énormément de corruption. C'est quelque chose qui est discuté de manière... c'est tout à fait normal de parler de corruption dans la pêche. Moi, j'ai des secrétaires de ministres ou des représentants de l'industrie européenne qui m'ont dit quand on va négocier un pays au Nigeria ou au Sierra Leone ou dans tel pays, on y va avec une valise de cash. Et puis quand on sort du bureau, on n'a plus la valise. Ils le disent sans problème. Donc moi, j'ai pas du tout travaillé sur cet aspect-là. C'est un aspect qui m'intéresse profondément, mais j'étais un peu trop vert encore pour m'y attaquer. Donc j'ai vraiment travaillé sur les accords qui sont publics, qui sont propres entre guillemets, et qui sont négociés par la Commission européenne avec certains pays comme Madagascar, le Sénégal, le Maroc, la Mauritanie, tout le long du littoral africain. Et donc, malgré le fait que ces accords soient propres, entre guillemets, justement, ce que tu montres dans ta thèse, c'est que premièrement, ils sont très inégaux. C'est-à-dire que, en fait, ce que vont payer les pays européens aux pays du Sud par rapport aux bénéfices qu'ils en tirent, évidemment, ça représente rien du tout. Et deuxièmement, finalement, que ce que les pays européens donnent, c'est en grande partie financé par l'Europe. Donc, c'est ce que nous tous, nous payons en tant que contribuables européens, et en très, très petite proportion par les industriels. Oui, ça a été une des plus grosses surprises du début de ma thèse, en fait, d'estimer de manière très rigoureuse la proportion payée par les contribuables, par nous et par l'industrie. Et en fait, c'est à peu près un ratio de 75-25. Donc on paye 3/4 des accords de pêche, de la valeur des accords de pêche. La deuxième très grosse surprise qui là a fait grincer des dents l'industrie, ils ont même cassé quelques dents, c'est la comparaison de ces 25% payés par l'industrie avec la valeur générée par la pêche qu'ils faisaient. Et là, j'ai montré que ça correspondait à peu près à 2 ou 3% de la valeur générée. Et donc là, il y a eu un barouf pas possible de l'industrie qui disait c'est pas vrai, c'est pas des vraies données, c'est beaucoup plus que ça, on paye au moins 4%. Mais on est prêt à aller jusqu'à 7%. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de thèses qui sont publiées, notamment en sciences sociales, t'as eu quand même, ta thèse a eu comme conséquence de réunir autour d'une table des industriels, des responsables européens, et d'aboutir à une promesse des industriels d'augmenter leur contribution et donc d'augmenter l'argent donné aux pays du Sud. Oui, c'est ça. Donc quand j'ai publié mes résultats, en fait, qu'ils ont commencé à râler, j'ai dit on va organiser une table ronde, vous allez présenter vos résultats, je vais présenter les miens, et puis on va voir si on trouve un terrain d'entente. Et c'est là où ils ont dit on ne paye pas 3%, on en paye au moins 4%, mais c'est vrai qu'on ne paye pas assez, on sera prêt à payer jusqu'à 7%. Et ça, ils l'ont dit devant des journalistes, donc moi je me suis assuré forcément que ce soit dans le journal le lendemain, et quelques mois plus tard, les nouveaux accords qui ont été renégociés avait complètement changé la donne. Et au lieu de payer 35 € par tonne de poisson, je vous donne comme le chiffre, ça ne représente rien, 35 € par tonne de thon pêché, c'était maintenant acté sur le papier que jusqu'en 2019, il allait y avoir un étalement pour aller jusqu'à 70 € par tonne. Donc on a quand même doublé. Doubler 2 ou 3%, ça ne fait pas arriver à 7%, donc il y avait quand même une marge de manœuvre. Et là, d'après ce que j'entends, ils sont maintenant prêt à aller jusqu'à 15. Donc il y a quand même une sacrée marge de manœuvre au niveau effectivement du problème de balance entre les intérêts entre l'argent généré pour les intérêts européens et ce que les pays qui sont en fait propriétaires de la ressource touchent de ces accords de pêche. Donc effectivement, c'est là où on arrive après dans la sphère géopolitique, c'est que quand vous allez dans des pays en France et qu'il y a des Anglais qui viennent pêcher, ça va créer quelques petites tensions. Les Anglais, c'est nos ennemis historiques, mais on va pas
On ne va pas complètement changer de vie parce que des pêcheurs anglais viennent pêcher dans nos eaux. Quand nous, on va pêcher dans des eaux africaines, que c'est des populations côtières qui ont des problèmes de sécurité alimentaire aigus, ça peut causer quelques problèmes. Et donc, on voit vraiment maintenant de plus en plus en Afrique de l'Ouest ou en Afrique de l'Est des populations entières qui se déplacent parce qu'ils n'ont plus de poissons à manger. Et il y a quelques mois, il y avait une conférence à la Maison de l'Océan à Paris d'un chercheur qui travaille un peu à la botte de l'industrie, et il y avait un représentant de l'UICN, de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a dit un truc qui m'a complètement scotché. Il dit, mais maintenant, les mérous qu'on trouve au Sénégal, on les exporte vers l'Europe. Donc les Sénégalais, ils n'ont plus de mérous à manger. Mais c'est une très bonne chose, parce qu'en fait, si nous, maintenant, on refuse de manger du mérou pour les laisser aux Sénégalais, tous les Sénégalais vont vouloir en manger. Et donc, il n'y aura plus de mérou. Mais en fait, ce n'est pas à nous de nous occuper de ça. Nous, en France, on peut très bien vivre sans poisson, sans thon qui est pêché en Afrique. Ce poisson-là, il devrait servir à faire de la sécurité alimentaire. Et donc, on a vraiment, nous, un impact. On se dit, la pêche, c'est gentillet. C'est une activité un peu folklorique quand on lit les écrits des politiciens français. C'est pas du tout folklorique. C'est quelque chose qui est vraiment très important dont les populations côtières d'Afrique dépendent. Et donc, il y a vraiment un impact auquel il faut qu'on réfléchisse. Impact, en fait, du coup, là, tu as dit deux choses qui sont hyper intéressantes à mon sens. La première, c'est l'immigration que ça peut provoquer. Et donc, c'est un thème, je ne sais pas si vous avez été là hier, mais il y avait déjà une intervention sur l'immigration. Et c'est un thème qui est extrêmement d'actualité, et surtout quand on habite d'autant plus quand on habite à Paris, parce qu'on le voit directement. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas forcément, on n'y pense pas vraiment. On pense à la guerre, on pense de plus en plus au réchauffement climatique. Mais c'est vrai que penser que l'immigration peut être la conséquence d'une surpêche, j'avoue que même moi, j'avais pas du tout pensé, même avant d'en parler avec toi. Et il y a autre chose. Tu as évoqué le cas donc de certains pays d'Apiche et des conséquences que peut avoir la surpêche. Et tu m'avais aussi parlé notamment de la Somalie, qui a vu en fait se développer le nombre de pirates en fait qui se mettent à attaquer des bateaux européens qui effectuent de la surpêche, et donc ça a tendance à affamer les populations qui se retrouvent sans ressources, et donc qui vont avoir comme seule solution de rentrer en piraterie. De prendre les armes. Ouais, de prendre les armes. Ouais, ça, c'est un phénomène qu'on a vu à partir des années 2003-2004. La Somalie, ça a été utilisé pendant des dizaines d'années par tous les pays dits développés, civilisés, pour aller jeter les ordures nucléaires, les déchets chimiques, et aussi pour piller les poissons. Les eaux somaliennes sont extrêmement riches. La Somalie, c'est quand même un pays qui est exsangue, hein, qui n'a pas de gouvernement stable, des populations qui sont extrêmement pauvres, et la ressource marine, c'était un peu leur seule richesse. Et donc, à un moment, ils en ont eu marre, ils ont pris les armes. La réponse de l'Europe, ça a été d'armer les bateaux de pêche. Donc maintenant, vous avez, par exemple, si vous prenez l'accord signé entre les Seychelles et l'Europe pour autoriser les bateaux européens à aller pêcher du thon là-bas, il y a une clause qui dit plutôt que de prendre un observateur des pêches à bord, vous pouvez prendre un milicien armé. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les pêcheurs européens? Ils prennent un milicien armé, comme ça ils peuvent continuer à aller piller les eaux de la Somalie, et ils sont plus observés. Donc ils font ce qu'ils veulent. Juste, est-ce que c'est pour ça? Parce que du coup, j'ai regardé les chiffres ce matin, et donc j'ai vu qu'en 2011, il y avait 700 otages par les Somaliens et 32 navires marchands, mais qu'apparemment entre 2013 et 2014, donc ça c'était en 2011, et entre 2013 et 2014, ces chiffres avaient été c'était en train de disparaître, cette activité. Est-ce que ça peut être la conséquence de l'armement des pays? Oui, c'est clairement il y a vraiment une escalade de la violence en fait potentielle dans cette zone-là. Et avant, il n'y avait pas de garde armée sur les navires marchands ou les navires de pêche européens ou asiatiques ou américains. Donc les pirates avaient un impact. Ils gagnaient très bien leur vie. Et alors, il y avait peut-être au début, effectivement, le spectre de la surpêche et de la pollution due aux autres pays développés. Après, c'est devenu un vrai business. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Pirates, ils roulaient sur l'or, ils pouvaient s'acheter des Mercedes et tout ça. Mais effectivement, depuis 2010, il y a vraiment eu une force armée qui s'est mise en place dans la zone.
et qui a pratiquement éradiqué la piraterie. C'est pas pour ça qu'il n'y en a plus, mais il y en a beaucoup moins. Et maintenant, par exemple, de la piraterie, en revanche, on en voit dans le golfe de Guinée de plus en plus parce qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes de piraterie, pour le coup, de surpêche de pays développés, qui vont piller les ressources du Nigeria, du Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Et il y a certains pêcheurs là-bas qui prennent les armes pour se protéger. Ça me paraît normal. Euh, Juste dans le temps, on va bientôt être à la fin du temps de parole, on est même déjà. Juste, est-ce que ce serait possible, après ce bilan catastrophe, d'évoquer un petit peu des solutions? Il y en a plein. Des solutions, il y en a beaucoup qui sont envisagées au niveau local. Il y a plein d'associations et d'ONG qui travaillent avec les communautés locales pour protéger les ressources, pour essayer de faire un peu barrage à cette pêche industrielle. Ça existe. Dans les pays développés, on manque encore toujours de liens en fait, avec l'océan. On a toujours l'impression qu'il y a du poisson pour les raisons qu'on a évoquées plus tôt. Donc il y a un très très gros travail de sensibilisation à faire. C'est vrai qu'au niveau politique, on a aussi des outils qui sont mis en place, par exemple les aires marines protégées, qui servent en fait à mettre sous cloche certaines parties de l'océan, sous cloche totale ou un peu percée. Par exemple, il y a des aires marines protégées qui permettent quand même aux pêcheurs artisans traditionnels d'exercer leur métier, mais qui excluent la pêche industrielle destructrice. Ça, c'est un fait. Le problème actuellement, c'est qu'il y a des objectifs qui sont fixés au niveau des Nations Unies ou de grandes conventions internationales qui vont dire d'ici 2020, il faut 20% d'aires marines protégées, d'ici 2030, il en faut 30%. Et donc, on a une course à la plus grosse aire marine protégée. Donc un pays va dire moi je fais une aire marine protégée qui va faire 0,8 millions de kilomètres carrés, un autre qui va dire moi je vais faire 1, et puis moi je vais faire 1,2. Et donc on a affaire à des énormes aires marines protégées qui protègent en fait pas grand chose, qui sont au milieu de l'océan, dans des endroits où il n'y a pas de pêche. Donc ça ne sert pas vraiment à grand chose. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment avoir c'est un très bon outil, les aires marines protégées, mais il faut que ce soit des aires qui soient créées à des endroits sensibles et qui auront un impact dans le futur. Les endroits sensibles pour la pêche, c'est toutes les zones de nurserie, de nourrissage, de reproduction, que peuvent être les mangroves, les herbiers, les estuaires. Tout ça, c'est des zones qui sont à protéger, mais qui sont en général pas aussi sexy que de lancer une grande aire marine protégée d'1 million de kilomètres carrés au milieu du Pacifique. Après, malgré comme tu dis, cette espèce de course à l'aire marine protégée, il faut savoir qu'en 2002, les accords de Johannesburg disaient préconisaient d'avoir à peu près 15% des surfaces marines protégées. A priori, en 2013, on était à 3%, donc on a quand même un petit peu de marge. Après, ce qui, moi, me semble très intéressant, après ça peut se discuter, mais ce qui me semble très intéressant chez Bloom, c'est que vous parlez de protection de l'environnement, mais que vous parlez aussi de protection des emplois. Et ça me semble fondamental. Et je pense notamment au cas des îles Coco au Costa Rica, qui ont en fait donc à 500 km de ces îles, il y a une aire marine protégée, mais qui est rentrée même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors que le Costa Rica a 20% de sa population sous le seuil de pauvreté et qu'il faudrait peut-être se poser la question, c'est bien joli de protéger les océans, mais qu'est-ce qu'on fait des gens? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les laisse mourir de faim? Et du coup, ça me paraît très intéressant l'approche que vous avez à Bloom de combiner les deux, combiner l'emploi et la protection de l'environnement. Alors nous, on ne s'occupe pas du tout des îles Coco, puisqu'on est en fait une toute petite association, on est 5 salariés, donc on s'occupe vraiment de la pêche en France, et un petit peu au niveau européen, puisque la gestion de la pêche française se fait au niveau européen, comme c'est le cas pour l'agriculture. Mais ce que tu dis là, c'est vrai aussi pour la pêche française, puisque en France, il y a aussi des très gros pêcheurs industriels, des tout petits pêcheurs à pied ou qui pêchent avec leur ligne, et il y a des inégalités flagrantes qui existent entre les différents secteurs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de protéger pour protéger. C'est gentil, mais on est 7 milliards d'individus sur Terre, on a un impact, quoi qu'on veuille, même si on est végétalien. Donc il faut arriver à trouver un compromis et aussi à faire qu'il y ait beaucoup moins d'inégalités dans le monde, que les gens soient plus heureux, plus épanouis, qu'il y ait moins de guerre et tout ça. Donc ça passe aussi effectivement par pas protéger pour protéger, mais protéger pour créer de la richesse et de l'emploi. Donc c'est effectivement transversal à nos sujets de recherche.
Et on a annoncé il y a quelques semaines un nouveau sujet de recherche sur les subventions qui sont allouées au secteur de la pêche en France. Donc tout à l'heure, on parlait de l'argent public dans le cadre des accords de pêche. En France, c'est pareil. L'argent public sert à faire de la pêche. On va payer les pêcheurs pour construire un nouveau bateau, changer de moteur, repeindre la coque, changer de filet, créer un nouvel emploi à bord. Il y a plein de types de contrats qui existent pour récupérer de l'argent public. Le problème, c'est que c'est la Cour des comptes qui a utilisé le terme, hein, c'est pas moi, il n'y a pas de capitaine à la barre. En France, personne n'est capable de savoir quel est le montant des aides allouées au secteur de la pêche, dans quel but, déterminer si ça va dans le sens des directives nationales ou européennes ou onusiennes, là c'est carrément stratosphérique pour eux. Et donc un des gros sujets de recherche de Bloom actuellement, c'est d'agréger toutes ces données de subventions allouées au secteur de la pêche pour essayer de tirer les choses au clair. C'est pas juste pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, hein, c'est vraiment pour faire le travail de l'administration, en fait, voir quel est le montant des aides allouées au secteur, dans quel but, et voir si c'est deux grands ports qui récupèrent 95% des subventions, ou s'il y a quand même une répartition équitable en Méditerranée, dans les DOM-TOM, entre les pêcheurs industriels et les pêcheurs artisans. Ça, ce sera vraiment le point de départ. En fait, on ne peut pas espérer avoir un mode de gestion qui est équitable et efficace si on n'a pas une image de ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le point de départ de notre réflexion. Et donc, on va essayer d'avoir cette image-là avec des données socio-économiques réelles pour essayer de faire émerger des alternatives du secteur de la pêche pour arrêter l'hémorragie en fait, qu'on voit. En 1990, il y avait 30 000 pêcheurs en France. Actuellement, il y en a 13 000. En Europe, il y a seulement 10% des stocks de poissons qui sont pêchés de manière durable. Donc clairement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut qu'on s'attaque au nerf de la guerre, à l'argent public, pour voir comment on peut recréer de la diversité du volume de poissons dans l'océan pour aussi créer de l'emploi. C'est ça notre objectif. Et ce qui nous permet de fermer la boucle en revenant sur le thème de cette conférence, c'est-à-dire qu'en fait, on n'y connaît rien, quoi. Et c'est aussi ce qui explique le succès de ta thèse, c'est-à-dire que, en gros, et c'est un peu ce qu'on a pu voir pendant toutes les conférences et les interventions ces 2 jours, c'est-à-dire que c'est un secteur qui reste très, très inexploré, et notamment même au niveau de la recherche. Donc, moi, j'ai fait des études d'histoire, et c'est vrai que je me dis j'aurais mieux fait de faire des études scientifiques. Moi, j'aurais eu des financements, et ça aurait été vachement plus rentable. Il y aurait plein de choses à dire, oui, donc on va laisser la parole aux gens. Je vous passe le micro, ce sera peut-être plus simple, non? Ok. Hein si pour des raisons d'enregistrement, ils sont en train d'enregistrer en fait. Si ça vous dérange pas d'être enregistré. Merci de votre intervention, c'est très intéressant. Une question, est-ce que vous mangez des poissons? Et si oui, comment vous faites? Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire nous, les consommateurs? C'est la question surprise, je ne l'avais jamais entendue, celle-là. On ne l'avait jamais posée. Non, c'est une question qui revient très souvent, bien sûr. Oui, je mange du poisson de temps en temps. En fait, si vous allez sur notre site internet, bloomassociation.org, vous avez une page qui s'appelle Mieux consommer. Et le premier point qu'on donne, la première clé qu'on donne aux consommateurs qui se posent cette question-là, c'est déjà de consommer moins de protéines animales. En France, on n'a pas besoin de consommer de protéines animales tous les jours. C'est absurde. La deuxième clé qu'on donne, c'est une clé qui utilise la technique de pêche. Vous ne le savez peut-être pas, mais un poisson, il peut être pêché avec une ligne, il peut être pêché avec un filet, avec un casier, avec un autre engin qu'on appelle la palangre, avec des chaluts qui peuvent être soit de fond, soit entre deux eaux. Il y a une multitude d'engins qui existent. Vous pouvez aussi pêcher certains trucs sur la plage, par exemple, de la pêche à pied. Donc, depuis décembre 2014, l'étiquetage de cette technique de pêche-là est obligatoire. C'est peu respecté. C'est respecté dans les grandes surfaces. Certaines grandes surfaces vont indiquer la technique de pêche, mais si vous allez chez votre poissonnier de secteur, il y a peu de chances que vous ayez cette indication-là. Vous pouvez lui demander, c'est obligatoire. Et ça, en fait, cette technique de pêche, elle vous permet aussi de choisir en pleine conscience d'acheter un poisson qui a été pêché avec une méthode destructrice ou avec une méthode plus vertueuse. Il n'y a pas de méthode parfaite. Même un casier qui est posé au fond de la mer
avec le courant, il va bouger un petit peu, et donc s'il y a un bout d'éponge à côté, l'éponge elle va se faire ratatiner. Donc, mais c'est beaucoup mieux qu'un chalut qui va être traîné sur des kilomètres et des kilomètres pendant des heures et qui va tout sulfater. Donc voilà. Donc vous avez, et alors surtout le casier, il va permettre de remonter du poisson qui est d'une excellente qualité gustative. Enfin, le poisson est frais, il est vivant, il n'a pas stressé. Un poisson qui a été tracté au fond de la mer pendant 8 heures, on en a parlé tout à l'heure, il va être, bref, c'est dégueu, donc je vais pas en parler. Mais le poisson qui est pêché au chalut, il est vendu sous forme de filet en fait, parce que vous pouvez pas vendre un poisson qui est pêché au chalut entier. Vous voyez qu'il est complètement estropié. Donc vous pouvez aussi agir sur cet angle-là. Et le troisième angle qu'on explore sur la page internet, c'est le type de poisson que vous consommez. Les poissons, c'est comme sur la Terre, en fait vous avez une chaîne alimentaire, un réseau alimentaire qui est très compliqué. Vous avez de l'herbe qui est consommée par des herbivores, qui est consommée par des carnivores de premier ordre, puis de deuxième ordre. En fait, dans l'océan, c'est encore plus compliqué, vous avez même des carnivores de troisième ordre. Et en fait, plus vous montez dans ce réseau alimentaire-là, plus vous allez avoir des espèces qui sont sensibles à la pêche. Par exemple, le thon ou les requins, ce sont des espèces qui vivent quand même assez longtemps, qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, et donc qui vont être très sensibles. Dès que vous allez pêcher un petit peu ces populations-là, vous allez avoir une diminution drastique de leur population. Alors que si vous consommez par exemple de la sardine ou de l'anchois, c'est tout en bas du réseau alimentaire, et vous avez un renouvellement incroyable. Vous avez une génération tous les 2 ans chez les sardines. La pêche profonde, on ciblait des poissons qui pouvaient mettre 30 ans ou 40 ans à se reproduire, qui vivaient jusqu'à 150 ans. Donc forcément, dès que vous les pêchez, vous les mettez en danger. Donc la troisième clé, c'est ça, c'est de choisir des poissons, quand vous voulez en consommer, qui sont vraiment en bas de la chaîne alimentaire. Sardines, anchois, harengs, spras, il y en a plein. C'est des poissons qui sont très très bons, qui ont beaucoup de goût, qui sont moins sexy dans l'imaginaire collectif, dans notre papille complètement formatée, parce que c'est pas une chair blanche sans arêtes, c'est une chair un peu marron avec plein de petites arêtes. Mais en plus, c'est du poisson qui est très bon pour la santé, qui est bourré d'oméga 3, qui a en général très peu de métaux lourds, très peu de polluants chimiques. Si vous consommez du thon, qui est un prédateur supérieur, vous allez avoir beaucoup de mercure dedans. Donc c'est pas bon pour votre santé. Donc en fait, tout va dans le même sens. Vous protégez l'environnement, vous créez de l'emploi, vous créez de la richesse, en consommant des poissons qui sont moins sensibles à la surpêche, vous êtes en meilleure santé. Donc il n'y a pas vraiment de conflit, si vous voulez, dans les choix qui sont à faire. C'est juste un problème d'éducation, en fait, que les gens prennent conscience de ces clés-là. Juste un dernier point. Après qu'il m'ait dit ça, je suis allée faire un tour dans un supermarché du coin et c'est génial. Je vous invite à le faire. On voit vraiment la différence entre certaines marques et d'autres qui l'indiquent ou non. Après, il y a des fois des indications légèrement floues, mais bon, apparemment c'est difficile de faire plus précis. Mais genre pêcher en Atlantique Nord-Est, on se dit ça représente combien de millions de mètres cubes d'eau. Bref. L'Atlantique Nord-Est, c'est une ligne verticale qui part de la pointe sud du Groenland et qui croise la ligne horizontale de Gibraltar. Et c'est toute cette zone qui est incluse entre les deux. Mais c'est déjà une indication. Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça peut être pêcheur en Atlantique Nord-Est, ça peut être un petit pêcheur de ligne de Saint-Jean-de-Luz ou un énorme chalutier danois qui a pêché en plein milieu de l'Atlantique. Et vous dites aussi autre chose sur votre site, c'est si c'est pas indiqué et la provenance et le mode de pêche, demandez pourquoi. Et c'est vrai que si on est tous, nous consommateurs, à aller demander pourquoi c'est pas marqué, une personne, ça va commencer peut-être à embêter les gens et peut-être que ça va pousser aussi. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant une campagne sur la pêche profonde, où on a ciblé là une marque qui était Intermarché, puisque c'était les seuls à faire de la pêche profonde en France. Intermarché a sa propre flotte de pêche. Voilà, ils sont toujours dans leur producteur commerçant, c'est leur ligne de conduite. Et donc, on pouvait cibler là une marque. Et les citoyens, quand ils ont signé notre pétition et qu'ils ont vu les ravages de la pêche profonde, ils sont allés d'eux-mêmes, on ne leur a rien demandé, ils sont allés d'eux-mêmes dans les intermarchés. Ils ont dit, tant que vous vendrez ces espèces profondes, on ne viendra plus chez vous. Et en l'espace de quelques semaines, les lignes ont bougé. Donc le pouvoir citoyen, merci de le rappeler, hein, c'est une bonne conclusion, mais nous, on fait de la recherche, on fait du plaidoyer politique, mais si on n'a pas derrière l'appui citoyen, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? En fait, sur la pêche profonde, donc ils ramassent tout. Est-ce qu'ils rejettent ? Est-ce qu'on peut quantifier les déchets, enfin le déchet entre guillemets, hein.
ce que je veux dire? Oui, il y a des quantifications. Alors effectivement, il y a des poissons qui sont pêchés mais qui ne sont pas ciblés. Et il y a aussi des coraux, des éponges qui se trouvaient là, malheureusement, et qui ont été ramassés par le chalut. Donc bien sûr, ces éponges-là et ces coraux qui peuvent être multimillénaires, un corail, ça peut faire 4500 ans, sont rejetés. C'est pas mort, mais c'est cassé, c'est plus à l'endroit où il se développait, donc c'est voué à la désintégration. Les poissons qui sont pêchés mais qui ne sont pas ciblés sont rejetés. Ils sont rejetés morts, puisque en fait, quand vous remontez un poisson des profondeurs, ça n'a pas besoin d'être 2000 mètres, 50 mètres, ça suffit. Il a un accident de décompression, comme un plongeur. Les poissons, en fait, les poissons non requins, ils ont un organe qui s'appelle la vessie natatoire, qui leur permet de flotter en fait, entre deux eaux, à la profondeur qu'ils souhaitent. Et en fait, quand vous remontez un poisson trop vite, comme un plongeur, il explose, si vous voulez. Donc, quand vous regardez un poisson qui sort d'un chalut qui a été remonté, vous avez les entrailles qui sortent par la bouche. Donc, ce poisson-là, même s'il est encore un petit peu frétillant, il est condamné à mort. Donc, en fait, tous les poissons non requins sont morts, même qu'ils soient commercialisés ou non. Les requins et les raies n'ont pas cette vessie natatoire. Et donc, ils ont un taux de survie qui est un petit peu supérieur, mais qui n'est pas folichon non plus. Donc, c'est pour ça que certaines techniques de pêche sont beaucoup plus vertueuses aussi de ce point de vue-là de la condition animale, parce que quand vous remontez un poisson qui a été pêché avec un casier, déjà, il n'a pas été écrasé pendant des heures et des heures. Donc, quand vous le remettez à l'eau, il a des chances de survie qui sont nettement supérieures à un poisson qui a été chaluté. Il semblerait que la nouvelle réglementation européenne impose aux pêcheurs de ne plus rejeter à la mer les espèces à capturer de façon accessoire, comme tu l'as décrit. Mais en fait, ça a aussi des conséquences qui ne sont pas hyper positives. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors le problème, c'est que toutes les ONG, pratiquement au niveau européen, se sont battues pour avoir une réglementation sur l'interdiction des rejets de la pêche. C'est vrai que rejeter du poisson qui est mort, c'est absurde. Le problème, c'est que on a voté, donc ça a été voté en fin 2013, ça a été accepté. Il aurait fallu en fait s'orienter vers une pêche plus sélective avant d'interdire les rejets. Et notre peur, c'est que cette interdiction des rejets crée une nouvelle filière où tout va être pêché pour être réduit en farine. C'est un petit peu ce qu'on voit déjà à certains endroits, où en fait les pêcheurs chalutent sans regarder vraiment où ils passent, à quelle période. Peu importe, de toute façon, ils vont vendre leurs poissons au kilo, donc ils en ont rien à faire. Ça, c'est un problème. Ça crée des filières où effectivement on va aller aspirer la vie marine pour en faire de la farine, même pour faire de l'engrais. Enfin, c'est possible, hein. On peut aller pêcher du poisson maintenant pour faire de l'engrais, pour faire pousser des haricots. Enfin, c'est complètement absurde. Je vais vous donner un exemple. Il y a des petits poissons lanternes des abysses qui vivent en très grande quantité dans les profondeurs de l'océan, qui sont pêchés pour faire de l'huile pour moteur de voiture. Donc c'est pas... tout à l'heure, on parlait d'utilisation de poissons fourrage, qui est quand même déjà un mot assez violent pour une ressource sauvage, pour nourrir des cochons ou des poulets. Il y a pire. Il y a pire, on peut en faire de l'engrais ou en faire de l'huile pour moteur. Donc effectivement, il faut faire attention avec ces réglementations-là qui ont l'air comme ça sur le papier révolutionnaire et intéressante, et importante et cruciale, c'est crucial, mais il faut que ce soit accompagné d'autres mesures de sélectivité de la pêche. Voilà. Donc actuellement, on n'en est pas là. Nous, on a un peu peur, effectivement, de voir des nouvelles filières économiques se créer qui vont utiliser une ressource sauvage pour en faire tout et n'importe quoi. Oui, bonjour. Mon nom c'est Augier, Henri Augier. Je suis professeur d'université honoraire, donc à la retraite. Je dirigeais un laboratoire de biologie marine. Et bravo pour votre propos. Bravo pour votre travail. Simplement, je voudrais apporter quelques compléments, si vous me permettez, concernant justement
le danger de consommer du poisson. Bon, c'est certain que si on mange du poisson une fois par semaine, il n'y a pas un grand danger. Surtout si on enlève la tête et les viscères. Bon, c'est vrai que la bouillabaisse ou la petite friture, on mange tout. Parce que la pollution se concentre, en particulier les métaux lourds, se concentre justement dans les viscères, dans les patopancréas et dans les branchies. Donc, il n'y a pas trop de danger de consommer du poisson. Alors, c'est vrai que les prédateurs en bout de chaîne alimentaire, tels que vous l'avez défini, les thons, c'est vrai qu'il vaut mieux conseiller, par exemple, aux femmes enceintes, de ne pas manger trop de poissons, justement du thon, parce que les métaux lourds, et notamment le mercure, traversent le placenta. Vous savez que normalement, le placenta, c'est une barrière qui protège le bébé, mais là, ça traverse le placenta et le bébé n'a pas la même résistance qu'un adulte. Et par conséquent, c'est déconseillé à une femme enceinte de manger trop de poissons, et surtout des poissons de ce type-là. Il y a aussi des problèmes concernant les saumons. Vous savez que les saumons pêchés en Norvège, ils sont élevés en trop forte densité, et ils ont donc ce qu'on appelle des poux. Oui, dans la mer, il y a aussi des poux. Et alors, comme les poux, ça détériore les téguments, la peau, il faut se débarrasser des poux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser des poux? On utilise des insecticides, donc des pesticides. Et par conséquent, je vous déconseille de manger du saumon des gros élevages donc, de Norvège, parce qu'ils contiennent des pesticides. Voilà des choses. Bon, dernière chose, c'est vrai que les réserves marines sont quelque chose de très intéressant. Ce sont des havres de paix qui permettent donc une régénération des populations. J'ai travaillé dans le parc national de Porquerolles, je travaille dans le parc national des Calanques, etc., en Corse, tout le long du littoral de Corse. Et il y a donc des structures de protection où les pêcheurs sont d'accord de ne pas venir pêcher. Et par conséquent, ce sont des zones, donc des havres de paix qui permettent de régénérer les zones de surpêche. Donc c'est quelque chose qu'il est intéressant de multiplier. Alors je vais vous poser une question. Vous savez qu'on a créé un sanctuaire, bon, ce n'est pas pour les poissons, c'est surtout pour les mammifères marins, qui s'appelle Pélagos. Donc c'est une entente entre la France, l'Italie et la principauté de Monaco. Ça s'appelle Pélagos. Et c'est une zone de protection, bon, pour la vie marine, mais plus spécialisée sur les mammifères marins, donc les baleines, les dauphins, etc. Bon, le problème, c'est qu'en mer, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de mur. Donc il n'y a pas de frontières pour les polluants, etc. Donc je voulais vous poser la question, est-ce que vous connaissez un bilan, ce que ça a pu apporter Pélagos concernant ces problèmes-là, donc prédation, pollution, et puis aussi il y a une menace très importante, ce sont les pétroliers, c'est la recherche pétrolière. Et donc il y a des projets de recherche pétrolière dans Pélagos, et vous savez que la recherche pétrolière c'est basé sur le son, et que les mammifères marins sont très sensibles au son, la pollution sonore. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires et pour votre question. Je fais rapidement parce qu'il faut qu'on laisse la place à la conférence suivante. Suite du programme qui sera très intéressante. Donc pour répondre à votre question, nous on ne travaille pas sur les mammifères marins ou sur la pollution marine, que ce soit pollution sonore ou nucléaire ou chimique ou physique. Mais effectivement, par exemple, le projet Abyssea de prospection et d'exploitation pétrolière dans plein cœur de Pélagos nous horrifie. Donc on a d'ailleurs fait des commentaires au gouvernement. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais jusqu'au 2 octobre, il y avait une consultation publique sur la stratégie nationale pour la mer et le littoral, et on leur a demandé comment ils justifiaient de porter si haut les couleurs de l'accord de Paris en autorisant la prospection pétrolière proche de nos côtes au large de Toulon. Donc même si ce n'est pas un sujet qu'on aborde dans notre sujet de recherche, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. Après, effectivement, ce que vous dites sur les réserves, c'est tout à fait vrai. Il y a un effet
de spillover, en fait, où on a les poissons qui vont sortir de la réserve et renouveler les stocks en dehors des réserves. Donc c'est vraiment un outil qu'il faut développer, mais il faut que ce soit fait en concertation avec les pêcheurs, comme vous l'avez rappelé. Voilà. Alors on insiste pour nous virer de la salle. Donc je vous invite, si vous voulez continuer à discuter avec Frédéric ou avec d'autres personnes de l'association Bloom, ils sont juste à côté, donc je vous invite à aller les voir et puis à leur poser plein de questions. Merci à tous.
C'est lui qui nous a dit. Ouais, ok. D'accord. Je vous laisse le nom maintenant au cas où. Pas de besoin. Bon, on y va alors. Bonjour à tous. Je pense qu'en commençant, ça va faire venir la foule bientôt. Donc, nos deux invités de ce débat, c'est Louise Jaure qui nous vient de oh là là, Genre, oui. qui nous vient de Belgique. Tout à fait. Et Bonjour. Tu es d'où en Belgique? Bruxelles, Ah, très bien. un peu en dessous, mais non. Bon. Et Wilfried Lupano qui, lui, nous vient de France. Oui, enfin plus exactement du sud-ouest. Du sud-ouest. Voilà. Bon, d'accord. Pas tout à fait la France. Bon. Et qui tous les deux ont commis, je crois que c'était en 2014, tous les deux, un album qui évidemment est totalement sur le sujet de la thématique de ce salon. Donc pour Louise, c'est Canopée. Et pour Wilfried Lupano, comme scénariste, c'est ce bouquin qui s'appelle Un océan d'amour et qu'il a fait avec Panaccione, je cherchais son prénom. Grégory Panaccione, voilà. Tous les deux chez Delcourt, voilà. Et bon, alors on va commencer par une question quand même sur... alors, je précise, le livre dont Wilfried est le scénariste a une particularité, c'est qu'il est entièrement muet. Mais il se passe quasiment dans l'océan presque toute la longueur. Et peut-être je vais commencer par ça, c'est... vu le reste de son travail, puisqu'il est aussi l'auteur des Vieux Fourneaux et de quelques autres ouvrages, c'est comment on se lance dans une aventure aussi longue, parce que c'est quand même pas un album standard, avec l'idée qu'on a un personnage qui est dans la flotte tout le long et qui dit pas un mot, à part gloub gloub. C'est difficile de se rappeler comment naît ce genre d'envie. En fait, j'avais plein d'envies au même moment quand je me suis lancé dans ce boulot-là. En fait, au début, j'ai décidé de faire un livre muet par exercice. Je le destinais pas forcément à de la publication. J'étais à peu près persuadé qu'aucun éditeur ne me suivrait sur ce projet-là, donc c'était plus un truc que je faisais pour moi, pour apprendre à écrire différemment. Et du coup, je trouvais que pour faire un livre muet, raconter l'histoire de quelqu'un qui est tout seul perdu en mer, c'était plutôt une bonne idée. Voilà. Et puis après, les autres thématiques que j'ai développées dans le livre sont arrivées un peu naturellement. Je me suis dit que si cet homme était perdu en mer, sur l'océan, alors vraiment l'océan devenait un personnage, et que si ce personnage principal ne parlait pas, c'était plus juste que l'autre ne parle pas non plus. Enfin, voilà. Et puis si je parlais de l'océan, autant parler vraiment de l'océan tel qu'il est aujourd'hui, pas juste l'océan fantasmé du monde romanesque, en fait, l'océan comme grand terrain de jeu, de l'aventure, du rêve, etc., mais aussi montrer ce qui lui arrive aujourd'hui, l'océan pollué, dépeuplé, voilà. Donc en fait, les envies se sont enchaînées un petit peu naturellement. C'est venu assez librement parce qu'au début, je pensais vraiment pas faire publier ce qui n'était alors qu'un machin. Et c'est qu'une fois que ça a été terminé que je me suis dit il y aurait peut-être moyen d'en faire un chouette bouquin, mais il est quand même resté 3 ans dans les cartons, hein, et je ne l'ai pas sorti tout de suite. En fait, je n'avais pas le courage d'envoyer ça chez les éditeurs, parce qu'à l'époque, les éditeurs m'avaient refusé des projets beaucoup moins bizarres que celui-là. Et comme les portes dans la gueule, c'est pas ma passion non plus, je m'étais dit ménage-toi un petit peu, c'est pas la peine de... J'avais à peu près la certitude que personne ne me signerait ce projet-là au moment où je l'ai écrit. Quelques années après, les choses avaient changé. Le milieu de l'édition avait changé. Moi, je n'avais pas la même notoriété parce que j'avais fait un certain nombre de BD qui avaient bien marché entre-temps. Du coup, j'avais un peu plus la confiance des éditeurs. Voilà. Donc
le dessinateur n'était pas prédestiné, lui. Ah non, pas du tout. Il s'est écoulé 5 ans à peu près entre le moment où je l'ai écrit et le moment où Grégory Panaccion l'a dessiné. Donc je ne l'ai pas du tout écrit pour Grégory Panaccion. D'ailleurs, au moment où je l'ai écrit, je ne connaissais pas Grégory Panaccion. Et d'ailleurs, Grégory Panaccion ne faisait même pas de bande dessinée à l'époque, puisque Grégory, lui, il vient de l'animation. Il a fait du dessin animé pendant 20 ans. Et tout à coup, il a dit, j'en ai marre de faire du dessin animé, je vais faire de la BD. Voilà. Louise, alors, comment on tombe dans Canopée? Alors, Canopée, c'est plus quand même, il y a plus d'images de jungle, de vie sauvage, et énormément d'animaux, il y a des choses comme ça. Et comment on l'articule avec l'océan? Je ne sais pas si on l'articule avec l'océan, mais là où ça se rejoint vraiment fort, quand tu parles de la mer qui est comme un personnage, j'ai fait pareil avec la forêt en fait. La forêt est devenue aussi un personnage à part entière, la forêt amazonienne en fait, qui est devenue radioactive dans mon histoire. Et pour moi, elle était vivante. C'était pas un décor. J'avais lu juste avant de faire Canopée un livre du botaniste Francis Allais qui s'appelle L'éloge de la plante, un super livre. Et où il parle vraiment des plantes comme des êtres intelligents, comme nous, les êtres humains, on voit toujours les plantes et la forêt comme un décor, mais jamais comme quelque